Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 11 janvier, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Retour bien sûr sur la victoire de la Roca Team face à l'Olympiakos hier au soir, 64-60. Le politologue Dominique Simonet reviendra sur l'actualité brésilienne de dimanche dernier où des sympathisants de Bolsonaro ont vandalisé plusieurs symboles de l'État comme l'ont fait il y a 2 ans des partisans de Donald Trump avec l'assaut du Capitole. Le Grimaldi Forum a présenté son agenda culturel pour l'année 2023, au programme des congrès bien sûr, mais aussi de l'humour, beaucoup d'humour et de grands concerts. Nous ouvrirons une page Rallye Monte Carlo qui débutera la semaine prochaine, le jeudi 19 janvier plus précisément. Une étape mythique qui ouvre le championnat du monde WRC. Avec nous un des pilotes en course pour le titre, le vainqueur du Monte Carlo 2020, Thierry Neuville. Et enfin, des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo ont interprété de la musique viennoise mardi soir à l'occasion d'un concert de musique de chambre à l'auditorium à Régnier 3. C'était un match très attendu par les fans de basket et le duel Monaco-Olympiakos a de nouveau tenu toutes ses promesses ce mardi soir à Gaston-Médecin. Une rencontre électrique entre les premiers du classement d'Euroleague. Le résumé dans ce reportage de Yannick Debever et Arnaud Imbert. Il y a comme quelque chose d'électrique dans chacune des rencontres entre Olympiakos et Roca Team. Une rivalité sans doute née lors des derniers playoffs d'Euroleague et qui perdure cette saison. Les Monégasques, amoindris par les absences de Lloyd et Moerman, subissent dans le premier quart-temps. Les Grecs effectuent une démonstration de basket collectif tant offensivement que défensivement. Il ne leur manque que l'adresse à 3 points pour mettre Monaco au fond du trou. Grâce notamment à l'énergie de Donta Hall, auteur de 2 contres, les Roca Boys n'encaissent que 20 points. Un moindre mal, tant la différence entre les deux équipes est flagrante. Auteur d'un premier quart catastrophique ponctué d'une évaluation de -10, Mike James effectue un réveil démoniaque avec 3 tirs à 3 points inscrits en 1 minute. L'arrière américain relance complètement ses coéquipiers qui lui emboîtent le pas. La défense se resserre, les attaques sont plus tranchantes et voilà Monaco qui revient à 3 points de l'Olympiakos à la mi-temps grâce aux 14 points de James dans cette période. Avec sa boussole, il a retrouvé le nord. La Roca Team ressort des vestiaires pour prendre l'avantage directement grâce à Yoann Makoundou. Pour ses toutes premières minutes en Euroleague, le jeune Français de 22 ans éteint tour à tour Sacha Vezenkov et Mustapha Fall pour marquer ce match de son empreinte. Grâce à toute l'énergie et la détermination de son jeune espoir, auteur de 9 points et 6 rebonds, Monaco prend l'avantage dans ce duel électrique 46-42. Gamel, ça revient dans ses bras, il re-shoot derrière à 3 points, il le met. Il reste 10 minutes à jouer, la fluidité du jeu grec a complètement disparu et désormais tout se joue à l'envie et au talent individuel. À ce jeu, les deux équipes se neutralisent. Alors que l'Olympiakos parvient à revenir à égalité, Monaco remet ce qu'il faut sur le terrain pour garder les 4 points d'avance et finalement l'emporter 64-60. Mike James s'occupe de finir le match sur un point d'exclamation. A lot of intensity with physicality, a lot of mistakes, nervosism, like in both teams. Typical playoff game, for us. Great, like I also said to guys, like in the locker room that, maybe this one I like the most. The way we play, the way we stay together, the way we start the game and how we came back, was amazing. En remportant ce match-là, Roca Team reste parmi les premiers ex-aequo du classement alors que l'Olympiakos se glisse juste en dessous. Le prochain adversaire des Monégasques, l'Étoile Rouge de Belgrade, pointe à la 10e position après sa défaite 59-79 face au Real. Monaco se déplace donc en Serbie ce jeudi pour la 2e fois en une semaine. L'objectif, c'est évidemment d'obtenir un bien meilleur résultat que face aux Partisans. That would be a really amazing win, for us, there. So I don't know, we have to find a way to regenerate from this one because, it took a lot of energy. But okay, we have a goal. This is, to try to win in this hot atmosphere, even more or less same like in Partizan. So let's see, no time too much for preparation, we just go there and I think, again, we should deliver our heart on the court. Laisser son cœur sur le terrain et plus encore, l'Étoile Rouge face à la Roca Team, c'est donc ce jeudi à 19h en direct une fois de plus sur Monaco Info.
En bref, le ministre d'État a visité ce mercredi après-midi l'exposition de photos installée actuellement dans la Galerie des Pêcheurs. Pierre Dartout a pu contempler 26 photos grand format qui ont marqué l'année 2022. Des clichés pris par Manuel Vitali, Michael Alési et Stéphane Dana, tous trois photographes au sein de la direction de la communication. N'hésitez pas, l'exposition est à découvrir jusqu'au 1er février. Le monde est-il devenu fou? La démocratie est-elle en danger? Les images en janvier 2021, il y a tout juste 2 ans, ont choqué bon nombre d'entre nous. Des partisans de Donald Trump prenaient d'assaut le Capitole à Washington. 2 ans plus tard, dimanche dernier, les yeux étaient rivés sur le Brésil et des sympathisants de Bolsonaro qui ont vandalisé là aussi plusieurs symboles de l'État après l'élection de Lula. Pour analyser cette situation internationale, nous sommes avec un journaliste, écrivain et politologue. Dominique Simonet, bonsoir. Bonsoir. Nous voulions avoir votre réaction déjà par rapport aux manifestants qui s'en sont pris à des bâtiments de pouvoir dans la capitale brésilienne. En quelques mots, comment peut-on arriver là, à votre avis ? Écoutez, c'est un long processus. C'est à la fois un corpus idéologique qui est à l'œuvre. C'est un mouvement de fond. On peut qualifier ça de mouvement populiste et effectivement aussi d'extrême droite, sans caricaturer du tout. C'est un mouvement anti-élite, anti-démocratique et qui maintenant se manifeste. On l'a vu avec l'événement, l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes pays, c'est pas la même histoire, c'est pas la même culture. En revanche, c'est un événement comparable. L'idéologie qui sous-tend cela est la même, les mêmes méthodes également, la même propagande et je dirais même d'une certaine manière les mêmes réseaux et les mêmes hommes parce qu'il y a une implication de conseillers de Donald Trump dans l'événement brésilien et semble tout à fait probable. Sans faire de politique politicienne, ou en tout cas avec des raccourcis, est-ce que ce type d'acte est propre, vous l'avez évoqué, à la droite dure, voire à l'extrême droite ? Oui, parce qu'on assiste un peu partout dans les démocraties à une certaine fatigue. C'est compliqué la démocratie, ça marche pas très bien, c'est un effort constant. Et un certain nombre de personnes sont soit ont un sentiment d'être déclassées, soit nourrissent une véritable aversion envers ce système et pensent que un homme fort ça irait mieux qu'un régime autocratique fonctionnerait mieux. Il y a cette idée-là. Là, en l'occurrence, on voit au Brésil que les partisans de Bolsonaro qui ont essayé d'attaquer les lieux du pouvoir, les 3 lieux du pouvoir à Brasilia, contestent l'élection de Lula, comme contestaient les partisans de Trump, comme contestaient l'élection présidentielle de Joe Biden. Donc c'est vraiment les mêmes méthodes et la même manière de faire. La démocratie, ça demande une foi en un certain nombre de valeurs, les droits de l'homme, une soif de la liberté, et ça demande effectivement un respect des institutions. On voit bien là que l'action, aussi bien à Brasilia qu'à Washington 2 ans plus tôt, le but c'est de désacraliser la démocratie. On s'en prend aux lieux du pouvoir, on les casse, on les pille, on détruit les symboles. Au Brésil, un exemplaire de la Constitution a été saisi et détruit, en tout cas pillé. Donc, vous voyez, c'est bien la démocratie qui est en jeu. Et ça doit nous poser des questions à nous tous, qui, en fait, d'une certaine manière, on pense que nos droits acquis des Lumières, en tout cas de tout le processus démocratique, sont acquis, mais non, pas du tout. Et c'est un chantier qu'il faut reprendre en permanence. Et quels sont les rôles des réseaux sociaux dans ces affaires-là ? On voit que les théories du complot et les mensonges sont propagés à une vitesse incroyable et amalgament un nombre croissant de personnes qui sont soit crédules, soit qui sont en colère et qui ont envie d'y croire d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a cette difficulté qui est que maintenant, ce ne sont plus des opinions qui sont discutées, ce sont des faits, et la vérité devient quelque chose d'arbitraire, ce qui est assez terrible d'ailleurs pour
pour tout le monde, pour les journalistes et pour tous ceux qui pensent que la vérité des faits est quand même essentielle à l'exercice démocratique. Vous l'avez dit tout à l'heure, la démocratie est fragile. On a tendance à regarder ce qui se passe proche de chez nous et quand c'est loin, on se dit que ça n'arrivera jamais. Est-ce que dans l'Hexagone, en France, par exemple, ce type d'acte pourrait se produire ? On n'est jamais à l'abri du pire. La France a aussi une histoire où elle a connu des années d'occupation avec l'extrême droite au pouvoir, avec et des heures sombres, extrêmement sombres. Et il n'y a pas si longtemps, d'une certaine manière. C'est 2 générations, 3 générations. On n'en est pas là en France. On n'a pas cette tension violente dans la rue, encore que quelquefois on le voit. Les rues de Paris sont. On n'est pas loin quand même. On n'en est pas loin, donc effectivement, vous avez raison, la démocratie, ce n'est pas acquis, c'est quelque chose d'extrêmement important dont on ne mesure pas toute la richesse et on ne mesure pas à quel point c'est précieux pour nous, le droit d'aimer qui on veut, le droit de dire ce que l'on veut, le droit d'écrire ce que l'on veut, le droit de circuler où l'on veut, ce sont des choses qui nous semblent évidentes, mais non, mais c'est ça la démocratie. Donc effectivement, il faut la défendre et être plus vigilant que jamais encore quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays. C'était votre analyse donc concernant l'attaque du 8 janvier à Brasilia. Dominique Simonet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous. Et le Grimaldi Forum a été pris lui aussi d'assaut hier, mais pacifiquement et par la presse. C'est une tradition de début d'année. Le Centre de culture et des congrès monégasques présentait son agenda des événements qui rythmeront l'année 2023. Les rendez-vous à ne pas manquer, c'est avec Vanessa Dessy et Thomas Deus. 2022 aura permis de renouer avec des manifestations hautement fréquentées, à l'instar des meilleurs clients récurrents du Grimaldi Forum. Bon nombre de records battus comme l'Uxpac avec plus de 9500 visiteurs, ou encore les Assises avec 3000 participants. 2023 se profile donc dans la suite logique de cette évolution, mais avec beaucoup d'humour au programme. On commence dans quelques jours avec Paul Mirabel, mais également Romain Fraissinet, également Baptiste Le Caplin, Véronique Sanson au mois de mars, une comédie musicale West Side Story dans une nouvelle version pour la fin de l'année, les First Day Live Session avec des rendez-vous maintenant qui sont, je crois, bien entrés dans l'agenda de ceux qui les fréquentent et avec des groupes tout à fait intéressants, des musiques très différentes. Donc oui, beaucoup de choses à voir chez nous. Les travaux de l'extension en mer se poursuivent pour une livraison prévue à horizon 2025. Et du côté du Grimaldi Forum, la commercialisation est ouverte. On a signé les premiers contrats sur 2025 qui incluent l'extension il y a quelques semaines. Bien évidemment, il va falloir augmenter ce rythme de commercialisation dans les mois à venir, mais tout ça s'annonce sous de très beaux auspices puisque cette extension plaît. Évidemment, elle a un caractère nouveau et dans l'événementiel, le nouveau attire toujours énormément. Voilà, je dirais que si on a un petit hôtel en plus pour compléter l'offre, ce serait parfait pour pouvoir remplir l'extension. La grande exposition estivale du Grimaldi Forum, au nez en pleine lumière, sera visible du 8 juillet au 3 septembre, à l'occasion du 140e anniversaire de la première escale de Claude Monet en Principauté. Et toujours concernant le Grimaldi Forum, sachez que la CMB a renouvelé son partenariat avec le Centre de culture et de congrès, avec pour la première fois un projet pilote de responsabilité sociétale au profit de l'association Les Enfants de Francky. Ainsi, des groupes d'enfants défavorisés seront invités cet été à découvrir la grande exposition du Grimaldi Forum dans le cadre de visites guidées. Du 19 au 22 janvier, les plus grands pilotes de rallye seront présents pour la première étape du championnat du monde, le mythique Rallye Monte-Carlo, avec comme l'an passé le parc d'assistance sur le quai Albert Ier, l'occasion de contempler ces bolides. Justement, vous rendrez-vous sur ce site? Juliette Rappert vous a posé la question et voici les réponses. Le rallye de Monte-Carlo, c'est hyper réputé, quoi. Donc voir ces voitures, c'est un truc de fou, quoi. Oui, absolument, et j'y participe même puisque je suis commissaire au Grand Prix et au Rallye Monte-Carlo, donc je serai sur les spéciales du rallye en tant qu'inter de sécurité. Non, j'en ai jamais entendu parler. Tout à fait, je vais y aller puisque j'ai un ami qui est à la maison, qui adore les voitures de course en l'occurrence, donc j'irai. Ah oui, tout à fait, moi j'adore ça. J'adore, c'est vraiment génial. Les deux rallyes d'ailleurs, il y a le rallye normal et le rallye historique.
voiture? Non, du tout. Désolée. J'aimerais bien les voir, effectivement, et ça sera quand je travaillerai. Ça se peut, oui. J'habite Menton, mais je viens souvent sur Monaco. Ah voilà, un rallye, vous l'avez constaté, qui devrait créer une émulation au niveau du parc d'assistance. Je vous l'ai dit précédemment, les plus grands pilotes de rallye seront présents du 19 au 22 janvier, dont le pilote belge et résident monégasque. Il est avec nous, Thierry Neuville, bonsoir. Bonsoir. Dans à peine plus d'une semaine maintenant, le championnat du monde des rallyes va débuter, et qui plus est à Monaco. Première question toute simple, comment vous sentez-vous avant ce rallye ? C'est un peu la reprise du championnat, comme chaque année, avec les départs à Monaco, et toujours un peu d'excitation. Il y a l'envie aussi de reprendre cette nouvelle saison après 5 semaines de pause. Ouais. Et voilà, on a hâte d'être dans la voiture, on a hâte d'être au départ à Monaco, un des plus prestigieux de la saison et le premier de la saison. Et voilà, je pense qu'on est prêt. Oui, qu'est-ce que vous inspire ce rallye que vous avez gagné en plus en 2020 ? Le rallye de Monte-Carlo, c'est un rallye avec une très très belle histoire. C'est un rallye que tout pilote veut gagner au moins une fois dans la vie. On a pu réussir cet objectif-là, mais il est clair que cette année, on sera à nouveau là pour la gagne. On a vu que la fin de la saison passée, notre voiture avait énormément progressé par rapport au début de l'année passée, et qu'on a un outil aujourd'hui qui devait nous permettre de jouer aux avant-postes. Et voilà. Avec cette année, comme l'an passé, le parc à Monaco, donc à la fin des épreuves, tous les soirs, les pilotes se retrouveront ici. Vous êtes résident monégasque, vous serez chez vous finalement ? Oui, quelque part, je serai chez moi, même si, il faut le préciser, les spéciales sont quand même à 1h30 de route de Monaco, en tout cas la plupart des spéciales, dans l'arrière-pays, mais l'arrière-pays également, on les connaît bien avec les années d'expérience. Et voilà, j'ai un peu l'impression d'être chez moi. Vous avez été 5 fois vice-champion du monde. Est-ce que vous pensez que 2023 sera votre année ? C'est toujours difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on démarre pour une nouvelle année avec les mêmes ambitions et les compteurs à zéro pour tout le monde. On démarre tous à égalité. Donc voilà, il faut avoir un peu de réussite cette année. Il faut avoir le package qui permet d'être compétitif tout au long de la saison. Justement, ce package, il est compétitif. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez l'équipe, vous avez la voiture pour performer en 2023 ? Je suis convaincu que oui. Maintenant, il est clair que l'année passée a été une année très, très difficile pour nous. On avait du retard dans le développement de la voiture. On a commencé mal la saison avec beaucoup de petits soucis. Ça a été en progression, oui. Il manquait un leader dans notre équipe également. Mais voilà, des choses évoluent à l'interne de l'équipe. Et j'espère que cette année, on sera mieux armé encore que l'année passée, et qu'on puisse prouver que voilà, Hyundai a toutes les capacités de gagner les 2 championnats. Et de qui, selon vous, il faudrait se méfier ? Quels sont les pilotes qui vous font peur cette année, ou les écuries ? Je pense que ce sera plus ou moins les mêmes pilotes que les dernières années. On a vu que Calero Vampera a fait une bonne progression sur ces 2 dernières années et a fait une superbe saison l'année passée. Ottana, qui lui a quitté Hyundai pour aller chez Ford. Je pense qu'il va avoir un package compétitif avec une équipe qui va tout mettre en place pour que tout soit comme il le veut et tout sera tourné autour de lui. Donc, il sera certainement très, très fort. Et puis, il y aura Elfyn Evans aussi chez Toyota qui a connu une saison difficile l'année passée avec peu de réussite. Mais a priori, il devrait être de retour cette année. Et je pense que donc, il y aura ces 3 principaux concurrents. Et puis, de temps en temps, une pige de Sébastien Ogier ou de Sébastien Loeb sur l'une ou l'autre manche. Dernière question, qui n'a presque pas de rapport avec le rallye. Vous avez une petite fille d'1 an à peu près, il me semble. Est-ce qu'elle est déjà passionnée de rallye ou c'est encore un peu trop tôt ? Elle a son petit buggy avec lequel elle adore rouler, un petit buggy électrique. Maintenant, voilà, je la pousse pas forcément à suivre trop les rallyes et les voitures. Mais c'est clair que voilà, en allant à l'école tous les matins cette semaine, elle va voir les infrastructures, elle va voir les voitures et elle va se rendre compte que c'est papa qui prépare son rallye de Monte-Carlo. Très bien. Et puis, quand vous roulez avec elle, vous roulez doucement, j'imagine.
toujours. On le rappelle, le 91e Rallye Monte-Carlo se déroulera donc du 19 au 22 janvier. Et sachez que nous retransmettrons en direct le départ le 19 depuis la place du Casino à partir de 18h25. Et ça sera commenté par Christophe Pacaud, Franck Phillips, Vanessa Dessy et Frédéric Hélion. Vous pourrez suivre ce direct donc sur notre page Facebook et en streaming sur notre site. Ça sera aussi rediffusé sur Monaco Info à partir de 21h. Thierry Neuville, on vous souhaite plein de belles choses pour 2023 avec pourquoi pas, une deuxième victoire ici. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci beaucoup. Et nous souhaitons également le meilleur pour 2023 pour le patineur qui représente la principauté à l'international, Davide Letton-Brain, le fils de 2 grands danseurs des ballets de Monte-Carlo. Davide est lui aussi un grand sportif et il va participer au championnat d'Europe de patinage artistique à la fin du mois. Il est au classement mondial 46e. Davide a participé cette année à 6 compétitions et il est monté 4 fois sur le podium, dont 3 fois sur la plus haute marche, à la Coupe de l'Ouverture à Annecy, l'Open d'Andorre et la Santa Claus Cup à Budapest. Nous suivrons donc ces résultats au championnat d'Europe qui se dérouleront du 25 au 27 janvier. Un peu de musique pour finir ce journal avec les Happy Hours de l'Auditorium Régnier 3 et un concert de musique de chambre donné ce mardi et proposé par des membres de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme, un voyage à Vienne, reportage de José Sacré. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo travaillent beaucoup pour assurer les concerts du dimanche, les opéras, les ballets et les concerts exceptionnels tout au long de l'année. Certains d'entre eux, passionnés par leur art, aiment se retrouver en petite formation et n'hésitent pas à consacrer beaucoup de leur temps personnel pour faire de la musique de chambre. Pour moi, c'est une nécessité parce que je pense qu'on découvre nos collègues et amis en musique de chambre parce que je pense que c'est là où on peut partager, où on peut apprendre. On peut échanger, on donne et on reçoit et voilà, c'est toute la magie de la musique de chambre. C'est Thomas Bouzy, altiste, qui a eu l'idée du programme du Happy Hour du 10 janvier sur le thème « Voyage à Vienne », avec notamment Mahler et son quatuor avec piano à la mineure. Puis le quintet avec piano opus 15 de Korngold. En compagnie de Didier de Cotigny, nous avons cherché une œuvre qui s'insère dans ce programme et qui représente un voyage un peu plus lointain pour le public et pour nous aussi musiciens puisque nous ne connaissions pas cette œuvre qui n'est pas très facile d'accès mais qui est d'une richesse assez extraordinaire. Pour terminer bien entendu par ce petit clin d'œil au Nouvel An viennois avec cette valse de l'empereur qui a été arrangée par Schoenberg. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le samedi 21 janvier, avec en soliste le violoncelliste Thierry Amadi. C'était donc un concert autour de la musique de Vienne. Alors je ne sais pas quel temps il y fera demain. En revanche, vous allez savoir quel temps il fera à Monaco, jeudi, avec la météo de Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pas de changement notable, le temps restera très agréable sur le territoire. Les températures oscilleront de 8 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 17h16 et nous fêterons les Tatiana. Tatiana de Rome, qui est la sainte patronne des étudiants. C'était une martyre du IIIe siècle. Merci Vanessa. Je vous en ai parlé précédemment, le ministre d'État a visité l'exposition de la Galerie des Pêcheurs ce mercredi après-midi. 26 photos grand format en tout qui ont marqué l'année 2022. Des clichés pris par Manuel Vitali, Michael Alesi et Stéphane Dana, tous 3 photographes au sein de notre rédaction. Et ce sont les photos du jour. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez à la présentation jeudi 19h Christophe Pacaud. En attendant, passez une excellente soirée. Portez-vous bien. Au revoir.